De nouveau, comme vous le voyez, je porte fièrement mon nœud papillon de circonstance, étant donné que novembre est un mois spécial pour nous. Bienvenue à Procure en parle. Je m'appelle Winston McQuaid. Comme nous le savons, l'information est notre premier remède. Procure est très heureux de vous présenter le dernier webinaire de la saison avant le temps des fêtes. Alors, nous allons discuter de tests et d'examens ce soir, ainsi que le rôle de l'APS pour faciliter le diagnostic et pour garder le contrôle sur votre cancer avec Dr. Daniel Lewinsky. Il travaille au centre hospitalier Pierre Boucher. Merci beaucoup, Dr. Lewinsky, d'être des nôtres. Nous aurons une présentation de notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Nous remercions d'ailleurs les personnes qui ont déjà envoyé des questions à l'avance à info@commercialprocure.ca. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez nous les soumettre pendant la session en utilisant le bouton Q et R dédié. Avant de commencer, nous aimerions remercier tous nos donateurs du fond du cœur, ainsi que le présentateur officiel du webinaire Industrial Alliance, ainsi que nos partenaires Astellas, Bayer, Janssen, AstraZeneca, Merck, ainsi que les associations des urologues du Québec et du Canada. Sans plus tarder, je cède la parole au Dr. Lewinsky. Vous pouvez à présent partager votre écran. Okay. You can hear me now? Yep. Okay, perfect. Vous m'entendez, ça va? Très bien. Alors, merci, M. McQuaid, pour l'invitation. J'espère que je vous serai utile ce soir. Nous allons parler du cancer de la prostate, en particulier des recommandations de dépistage. Il y a eu en effet une mise à jour par rapport à ces tests de dépistage en 2022 par la UC. Il y a des tests simples qui peuvent nous aider à diagnostiquer le cancer. On va aussi parler un peu des tests comme les IRM, le scan abdominopelvien, la scintigraphie osseuse. Et on va parler aussi un peu du PSMA, qui est relativement nouveau. Et bien sûr, ensuite, la prise en charge et le rôle de l'APS. Par la suite, on va prendre les questions s'il y en a. Voici quelques faits en rafale. Nous savons que le cancer de la prostate est très courant. Environ un homme sur 8 recevra ce diagnostic. Seulement, toutefois, 1 sur 29 en mourra. Donc, les hommes sont typiquement surveillés adéquatement et ne succombent pas à ce cancer. Il y a beaucoup de gens, toutefois, qui développent le cancer chaque année. Donc, 24 000 hommes seront diagnostiqués cette année. 4 000 vont en décéder, 4 600 en fait. Cela signifie que chaque jour, en fait, 12 Québécois sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate. Notre objectif à titre d'urologue a beaucoup évolué dans les derniers 20 ans. C'est de trouver les cancers de la prostate qui sont dangereux, qui peuvent mener à un décès. Donc, essayer d'identifier ce cancer et de le guérir. Les gens peuvent se demander parfois pourquoi le dépistage. Eh bien, l'objectif du dépistage va comme suit, en fait, c'est de détecter le cancer avant qu'il soit métastatique. Et dans le cas du cancer de la prostate, les symptômes souvent sont tardifs. Donc, dans ce cas, il est peut-être impossible d'intervenir. S'il y a, par exemple, de la douleur dans les os, le cancer est déjà métastatique. Il y a beaucoup de traitements qui ont été développés, mais on n'a pas donc de traitements pour le cancer déjà avancé qui soient tout à fait efficaces.
On veut donc prêter attention aux symptômes urinaires de vidange, donc incluant la rétention urinaire, aussi l'insuffisance rénale et parfois les gens, euh, justement, ont des métastases et cela peut mener justement à l'insuffisance rénale ultimement. Et lorsque les métastases se répandent aux os, cela peut causer des douleurs osseuses ainsi que même des fractures éventuellement. Le test principal que l'on utilise, c'est celui de l'APS. Il a été développé environ en 1999 par un homme qui s'appelle William Catalona. L'idée était de développer ce test. Bon, ce n'est pas un test parfait, mais il est bon. Ce que l'on veut dire, c'est qu'il n'est pas spécifique au cancer de la prostate, plutôt à la prostate en soi. Donc, il s'agit d'une enzyme qui se trouve dans la prostate. Et quand les cellules meurent, elles sécrètent de l'APS. L'idée, donc, est que si les patients ont une infection urinaire ou prostatique, par exemple, ou la rétention urinaire, ou quoi que ce soit qui peut causer de l'inflammation, ça va augmenter la mort cellulaire et donc augmenter le taux d'APS. Il y a de légères augmentations d'APS après, par exemple, un toucher rectal ou des relations sexuelles. L'augmentation est quand même faible. Certaines études se sont penchées aussi sur le cyclisme, à savoir si ça augmente l'APS, et ça n'augmente probablement pas beaucoup. J'ai beaucoup de patients, en fait, qui font du vélo, et si vous faites du vélo pendant longtemps, oui, il y a de l'irritation locale et une certaine augmentation, voilà, de l'APS. Il y a des gens aussi qui ont un élargissement de la prostate. Cela est dû notamment à l'âge. Cette interaction est là, donc. Et à mesure donc, que les hommes vieillissent, environ 70% d'entre eux vont développer une prostate plus grosse. Donc, on veut trouver évidemment les cas où l'APS est augmentée à cause du cancer. Alors, comment procéder pour dépister adéquatement? Alors, on a commencé environ 10 ans après la mise en place des tests de l'APS. Donc, quand on a commencé le dépistage, il y a bien sûr eu une énorme augmentation des taux de cancer détectés. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était juste avant que je commence la résidence et on traitait tout le monde qui avait n'importe quel type de cancer de la prostate, peu importe le grade. On les traitait avec la radiation ou la chirurgie ou les deux. Et il y a beaucoup de ces patients probablement qui ne requéraient pas ces soins, mais évidemment, on ne le savait pas à ce moment. Cela a mené donc à un mouvement au sein des gouvernements, surtout des autorités aux États-Unis. La PTF, c'est donc un comité, une équipe spéciale qui se penche sur le dépistage. Et à un certain moment, on s'est prononcé là-dessus et on a dit que les patients plus vieux ne devraient pas être dépistés. Et ensuite, qu'en fait, aucun patient ne devrait être dépisté. Beaucoup de médecins de famille ont commencé à suivre ces lignes directrices. Donc, le diagnostic du cancer prostatique a décru, mais toutefois, les taux de maladie ont augmenté. Il y a eu des études qui se sont penchées en particulier sur le dépistage du cancer prostatique. 2 étaient en Europe, une aux États-Unis. Et en Europe, les études ont démontré une baisse de la mortalité en fonction du dépistage. Donc, le dépistage a été de nouveau recommandé par le gouvernement en 2017 aux États-Unis et au Canada. Toutefois, moi, je fais partie de l'Association canadienne des urologues
Et nous sommes très pro-dépistage. Donc, il y a un équilibre entre les messages envoyés par les épidémiologistes, les urologues et les gouvernements. Les tests de dépistage d'APS devraient être offerts pour les hommes dont l'espérance de vie dépasse 10 ans. Bien sûr, toujours la décision devrait être partagée entre le prestataire de soins de santé et le patient. Il y a possiblement une anxiété qui est reliée au fait de tester l'APS et aussi un risque de trouver, de détecter un cancer qui n'est pas cliniquement important. Nous savons qu'à 50 ans, chez la plupart des hommes, le taux d'APS augmente légèrement, au moins. Si l'APS est légèrement élevé, même si un diagnostic n'est pas sur la table, il est très possible que ça se développe plus tard et donc on les surveille activement. Certains patients présentent des facteurs de risque, donc ceux qui ont, par exemple, des antécédents familiaux, donc père, frère, oncle, par exemple. Mais on n'a pas toujours des antécédents familiaux connus. Donc, parfois, si quelqu'un nous dit « Ah, mon frère a eu le cancer de la prostate assez jeune », on va procéder à des tests de dépistage. Les gens d'origine afro-américaine sont aussi davantage à risque de développer un cancer prostatique, ainsi qu'un cancer justement risqué, dangereux de la prostate. Donc, on commence le dépistage plus tôt. Récemment, au Québec, et on en a parlé lors de notre congrès annuel, il semble y avoir un virage par rapport à l'âge où on commence le dépistage. On commence le dépistage plutôt jeune. On ne voyait pas de patients à 47 ans, par exemple, dans ce cas-ci, mais c'est le cas maintenant. Donc, le dépistage du côté de l'APS devrait être commencé tôt. On le fait tout simplement par un test sanguin. Ça se fait dans n'importe quel laboratoire au Canada. On fait également un toucher rectal. Il y a beaucoup de médecins de famille qui préfèrent ne pas procéder au toucher rectal, soit qu'ils n'y croient pas ou qu'ils ne sont pas à l'aise. Ça permet au moins de voir l'état de la prostate du bas et de l'arrière, enfin, de la prostate. Dans tous les cas, l'APS sera élevé s'il y a cancer, peu importe sur quelle zone de la prostate. Quels sont les avantages, donc, du dépistage? On est rassuré de ne pas avoir de cancer prostatique. Si aussi on a un diagnostic précoce, alors bien sûr, on évite les métastases et le décès liés au cancer. Quels sont les désavantages? Chez certains patients, il y a une inquiétude liée à un APS élevé. Ils vont peut-être s'informer en ligne par rapport à où ça s'en va et s'imaginer les scénarios du futur. Aussi des inquiétudes par rapport à la biopsie prostatique. Le risque d'infection, donc, est à 3 ou 4 après une biopsie. Toutefois, les risques autrement sont près de 0. Le risque d'hémorragie est à environ 0,5 Je pratique depuis 2004 et j'ai vu, je pense, 2 patients admis pour saignement recto grave. Évidemment, il y a toujours un risque de surdiagnostic, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, les gens qui sont atteints de cancer de la prostate, qui n'est pas inquiétant, qui est de grade 1, eh bien, ces patients sont surdiagnostiques, au sens qu'on n'avait pas besoin de trouver ce cancer. Et ce patient peut s'inquiéter à cause du mot cancer. Et
Ils peuvent ne plus être admissibles à certains produits d'assurance à cause de la détection du cancer. Le surtraitement aussi est parfois quelque chose qui peut se passer. Comme je l'ai mentionné, euh, en cas de prostatectomie, il y a un risque d'incontinence et aussi une dysfonction rectale. Donc, quelles sont les lignes directrices maintenant? On arrête le dépistage autour de 70 ans. Les gens qui sont en vie à 70 ans, typiquement, seront en vie en fait pendant un moment. Donc, si vous atteignez 70 ans, vous avez probablement 15 ou 20 ans encore à vivre, dépendamment notamment du tabagisme, etc. Donc, s'ils ont encore 20 ans devant eux, eh bien, je pense qu'ils devraient se faire tester. Un patient qui est en bonne santé, qui est en forme et qui a 72 ans devrait se faire tester. Si quelqu'un est atteint d'une maladie cardiaque, cardiovasculaire, diabète, etc., à ce moment-là, ce sera peu probable qu'ils vont décéder du cancer de la prostate et donc on n'a pas besoin de les dépister. L'idée ici, c'est que si le taux d'APS est faible, on peut y aller seulement aux 4 ans. Si le taux est entre 1 et 3, on peut y aller aux 2 ans. Et si c'est plus que 3, le taux est à plus que 3, on doit faire tester plus fréquemment. Évidemment, tout est fait pour être annuel, n'est-ce pas? Donc, s'organiser pour voir un patient aux 4 ans, c'est pas possible. Donc, il faut que les patients s'en souviennent eux-mêmes. Donc, surtout pour les patients qui n'ont pas de médecin de famille, ça peut être compliqué. Donc, on fait le suivi, finalement, de beaucoup plus de patients que ce qu'on croirait. Alors, si le taux d'APS est élevé, qu'est-ce qu'on fait? Bon, si il est à 1 l'année passée, maintenant il est à 2, bon, on peut aller plus loin. Toutefois, l'idée ici de la vélocité APS, voilà, c'est vraiment une valeur absolue. La densité aussi de l'APS est importante. Donc, si le taux est légèrement élevé, disons 100 cc, l'APS à 5, ça veut dire une densité de 5 %. Donc, même si le taux est légèrement élevé, mais on doit tenir en compte, voilà, la taille de la prostate. Donc, dans ce cas-ci, ce ne serait pas inquiétant. Parce que ça commence à être un seuil inquiétant à 15 %. Donc, si la densité de l'APS est à 15 % ou plus, c'est là qu'on veut s'attarder au cas. On va parler aussi des résultats par IRM, mais en gros, l'IRM fait partie de notre évaluation standard. Un nomogramme aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en ligne. Ça nous vient d'un centre d'excellence aux États-Unis. En gros, ça nous aide à utiliser des paramètres de prédiction, des paramètres prédictifs, donc le niveau d'APS, le score de Gleason, tout ça, en cas de biopsie ou pas, ou quels étaient les résultats de l'IRM, etc. Donc, il y a 4 ou 5 paramètres qui peuvent prédire le risque de développer un cancer de la prostate de haut grade. J'utilise ces outils très régulièrement. Il y en a un qui nous vient aussi, voilà, il y en a quelques-uns, quelques versions. Les seuils sont légèrement différents d'un à l'autre, mais
On essaie de voir la médiane pour déterminer le risque du patient. Donc, on se base sur le nomogramme, tout ça, pour décider si on a une biopsie, etc. Maintenant, comment poser le diagnostic exactement? Si on se doute qu'un patient a un cancer de la prostate, on a quand même besoin d'aller chercher un échantillon de tissu pour un diagnostic formel. Vous avez ici un schéma qui montre comment on procède à une biopsie transrectale. Donc, le patient est couché sur le côté et on place une sonde dans le rectum et on vient chercher des échantillons de la prostate. On sait que maintenant, c'est probablement préférable de procéder à l'IRM avant la biopsie. Même si la biopsie est positive, ça ne veut pas dire qu'on devra le traiter nécessairement. On a peut-être un cancer de faible grade qui peut être surveillé simplement. Alors, quelle est la trajectoire standard de soins? Au Québec, on a un système avec demande de consultation pour des médecins spécialistes. Donc, si un patient a un résultat positif au toucher rectal ou un taux d'APS élevé, il sera référé en neurologie. Cela est basé sur les facteurs mentionnés auparavant. Parfois même, il y a une petite variabilité, même entre laboratoires, par exemple, ou d'une journée à une autre. Donc, si la biopsie est négative, alors qu'est-ce qu'on fait? Si on est inquiet et on n'a pas encore d'IRM, alors on procède à l'IRM, et si l'IRM a déjà été fait, alors on fait un suivi. Maintenant, si la biopsie est positive, on peut parler de cancer à faible risque ou de cancer à risque intermédiaire ou plus. Les distinctions sont assez claires avec la biopsie. C'est un score de Gleason de 6. On les appelle donc les scores de groupe 1. Donc, en principe, pas de risque de métastase s'il n'y a pas de score à 6. Toutefois, bien sûr, ça dépend de l'échantillon. Si le score de Gleason est à 7 ou plus, et maintenant on divise les scores de Gleason en deux groupes, soit favorables ou défavorables, mais jusqu'à il y a 2 ans, on traitait tous les patients qui présentaient un risque intermédiaire, que ce soit par radiothérapie ou chirurgie. Il y a aussi d'autres traitements expérimentaux, mais voilà, on pourra y revenir. Alors, les types de biopsies. Donc, la biopsie transrectale est celle qui est utilisée par défaut depuis 30 ans. On peut manquer jusqu'à 20% des cancers. Comme je l'ai dit, on a un bon accès à la zone postérieure de la prostate, qui est la zone où la plupart des cancers prostatiques se développent. Toutefois, on ne peut pas ainsi examiner la zone antérieure. Le grade peut être sous-estimé. On peut aussi maintenant cibler les lésions si le patient a déjà eu un IRM. On peut aller donc se diriger plutôt à la base ou plutôt à l'apex prostatique et on peut le trouver avec des outils de scan et ainsi avoir une biopsie ciblée.
Au Canada, c'est Dr. Steven qui a publié là-dessus en premier à Toronto. Il a performé des biopsies transpérinéales sur plusieurs milliers de patients, mais euh, on a besoin d'une sonde particulière pour faire cela. On le fait depuis 2 ans et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de taux d'infection. Les taux de saignement sont faibles aussi. Donc, s'il y a du sang, ça reste restreint à la prostate. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas de risque d'infection avec les microbes du rectum, étant donné qu'on ne passe pas par là. Donc, c'est un avantage côté infection. Alors, les types de biopsies. Voici un exemple. Si vous avez une lésion au poumon, on ne va pas aller échantillonner 12 zones du poumon. On va localiser la biopsie. Le patient va avoir donc une biopsie de la lésion. Si c'est et dépendamment donc de la zone, on va ajuster la technique. Bien sûr, c'est logique. On n'a pas pu vraiment faire ça avec la prostate, parce que c'est très difficile d'avoir une imagerie de la prostate. Les techniques d'imagerie standard ne nous donnent pas la résolution nécessaire. Donc, la qualité de l'IRM pour la prostate s'est vraiment améliorée seulement dans les 7 dernières années. Donc, maintenant, on peut faire une bonne imagerie de la prostate et en fonction de cela, on peut trouver une lésion dans la prostate. Ce qu'on peut faire, donc, c'est de trouver la lésion et ensuite la transposer de l'IRM à l'ultrason lorsqu'on fait la biopsie en temps réel. Et on peut aller échantillonner exactement l'endroit d'intérêt. On peut aussi procéder différemment. Donc, quand on le voit, on peut faire une fusion éco-guidée et superposer l'image IRM sur l'image échographique pendant la biopsie. Donc, on peut trouver la lésion de manière très, très fiable. Combien de temps est-ce que ces biopsies prennent? Ça prend environ 10 minutes. Il y a une analgésie locale qui est appliquée, la sonde intrarectale typiquement est insérée et on prélève une douzaine d'échantillons de 6 zones. Donc, on va toutes les zones, gauche, droite, etc. Et on prend 2 prélèvements pour chaque zone. On procède ainsi parce que le cancer de la prostate est multifocal. Donc, c'est encore une question débattable par rapport aux lésions, à quelle lésion va causer la maladie. Donc, dans certains cas, on croit que certaines lésions vont causer de la maladie, mais d'autres disent que c'est un autre type, voilà. Donc, il y a des études qui appuient un peu les deux côtés de la chose. Maintenant, le rapport pathologique prend environ 4 à 6 semaines pour être produit. Donc, si vous faites l'intervention, bien sûr, il faut possiblement suspendre certaines médications, par exemple pour éclaircir le sang. On voit des patients désormais qui prennent des anticoagulants oraux, comme le Coumadin. Donc, ces patients qui prennent, par exemple, Xarelto, Eliquis, etc., des anticoagulants oraux, eh bien, évidemment, cela peut mener à des saignements.
Maintenant, le jour J, il n'est pas nécessaire d'être à jeun. C'est bien de prévoir un accompagnateur, même si ça ne dure que 10 minutes. Il y a des patients qui sont en douleur après la procédure. Et on donnait en fait auparavant des antibiotiques, mais ce n'est plus le cas pour la biopsie transpérinéale parce que la peau est propre. Donc, il n'y a pas de microbes qui nous inquiètent à ce moment-là. Après l'intervention, bon, éviter des activités comme l'alcool, les sports, les médicaments qui exercent le sang et le protocole. Donc, dans le cas des anticoagulants, va dépendre en fonction du patient selon le risque de thrombose. Donc, il y a des patients pour qui les anticoagulants vont reprendre le lendemain. D'autres pour qui le risque de thrombose est plus faible peuvent reprendre une semaine plus tard. Donc, c'est une conversation à avoir tout simplement avec les médecins qui traitent le patient. Quels sont les effets secondaires? Eh bien, il y a de la douleur. Ça dure typiquement une journée, peut-être quelques jours. Il peut y avoir un peu de sang dans l'urine, les selles ou le sperme. Parfois, ce n'est pas inquiétant jusqu'à quelques jours ou quelques semaines même après l'intervention. On parle d'environ 4% de cas d'infection pour, évidemment, dans le cas de la sonde transrectale. Quand est-ce qu'on suggère donc de consulter après une biopsie? Si vous avez une fièvre, vous devez vous rendre à l'hôpital. N'appelez pas l'urologue, présentez-vous directement. Si vous présentez une fièvre, ça veut dire qu'il y a une infection qui est systémique, une sepsie. Il y a donc une bactérie qui résiste aussi au traitement antibiotique administré normalement après l'intervention. Et donc, vous allez avoir besoin d'antibiotiques très forts. Et ça doit être donc administré en centre hospitalier. Si vous avez de la difficulté à uriner aussi, c'est plutôt rare, environ 1% au moins, mais ça peut arriver, surtout dans le cas d'une prostate élargie. Et il y a aussi des segments importants ou qui s'aggravent et il faut donc mettre un mouchoir, par exemple, ou quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, il faudrait se présenter à l'hôpital. Maintenant, quelques points par rapport au score de Gleason. À gauche, vous voyez donc le score 6 qui est devenu le groupe 1. Donc, un patient à haut risque fait partie du groupe 5, risque faible 1 et risque intermédiaire à 2 ou 3. À droite, vous voyez un peu ce à quoi les cellules ressemblent sous le microscope. Vous les voyez donc, à savoir s'il y a une combinaison ou pas des différentes formes cellulaires. Donc, au Canada, pour le groupe 1, il n'y a pas de traitement. Aux États-Unis, la surveillance active démarre à ce moment-là. Mais c'est au Canada que les urologues ont commencé, en fait, avec un médecin à Toronto, Lawrence Clark. Et donc, voilà, l'ensemble des urologues canadiens vont simplement pratiquer la surveillance pour le groupe 1. Maintenant, le groupe 2. On suivait les patients qui étaient plus vieux. Maintenant, on commence à offrir des suivis pour des patients plus jeunes, même s'ils sont avec un grade de 2 ou 3. Il y a certaines données de Toronto qui montrent que s'il y a un 3 plus 4, va quand même présenter un certain taux d'échec de la surveillance active. Maintenant, parlons des tests d'imagerie. Comme je l'ai dit, on utilise l'IRM de plus en plus. Cela nous aide avec le diagnostic.
Ça peut aussi nous aider pour le choix de traitement. Il y a des patients, par exemple, qui montrent une maladie qui se développe en dehors de la capsule. À ce moment-là, ils ne sont pas les meilleurs patients pour une prostatectomie. La radiothérapie est recommandée davantage si les nodes aussi sont à certains endroits, etc. Donc, l'imagerie est utilisée aussi en suivi post-traitement des récurrences. Ça nous permet de voir si il y a quelque chose qui se passe. Donc, personne en Amérique du Nord ne pose un diagnostic avec seulement l'imagerie. Parfois, on traite des patients plus vieux, mais personne en Amérique du Nord ne pose un diagnostic sans biopsie. Cela étant dit, il y a une petite tendance, notamment en Allemagne, où on procède à un test qui s'appelle PSMA. On offre à ces patients certaines avenues, voilà, mais c'est encore à une étape expérimentale. De nouveau, on utilise l'IRM pour avoir une idée des lésions. On veut voir s'il y a un envahissement dans la région rectale. Y a-t-il des infiltrations dans l'apex aussi? On utilise aussi un scan différent. Donc, auparavant, on ne faisait que des imageries dans certains cas, mais on sait maintenant que pour certaines lésions, on voit des lésions distales seulement. Donc, la plupart d'entre nous procèdent quand même à l'imagerie de l'abdomen. Les urologues vont suivre des lignes directrices en particulier où on utilise l'imagerie seulement dans certains cas. Donc, s'il y a justement un risque plus élevé de maladie des ganglions. Donc, vous voyez ici aussi, selon le score de Gleason, si le score est à plus de 4 ou 5, on va utiliser aussi l'imagerie. Qu'est-ce que c'est que l'imagerie par IRM? Vous voyez l'appareil, le patient s'allonge sur un lit et c'est très semblable donc à d'autres types de scans. Donc, dans le cas d'un tomodensitogramme, ça dure seulement quelques minutes, mais dans le cas de l'IRM, c'est beaucoup plus long. L'idée est de créer une image 3D des organes, dans ce cas-ci, la prostate. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi l'IRM. C'est tout simplement parce que d'autres techniques d'imagerie ne nous permettent pas de bien voir les lésions, la résolution n'étant pas assez bonne. L'IRM nous permet donc d'avoir une bonne image. Si on trouve un cancer, alors on peut voir s'il s'est étendu localement, s'il est à la base ou à l'apex de la prostate, et on peut même voir s'il y a des métastases éventuellement. On n'utilise pas l'IRM nous-mêmes pour planifier un traitement, mais c'est aidant en pré-traitement pour guider et orienter nos décisions de traitement. Pour les traitements aussi sous surveillance active, on peut faire une surveillance des taux avec l'APS et une biopsie une fois par année. Mais de nos jours, on a cessé de faire beaucoup de ces biopsies
On suit plutôt les taux d'APS et on peut utiliser aussi l'IRM pour le suivi. Donc, si on a un patient qui a une lésion 2 centimètres et une biopsie avec un score de 6, peut-être qu'on peut dire qu'on va faire un IRM, procéder à un IRM dans 1 an ou 2 pour voir si la lésion s'est élargie. À ce moment-là, on peut faire un meilleur suivi du patient. Comme je l'ai dit, ça dure environ 40 minutes. Il faut que le patient soit complètement immobile. Sinon, l'image sera floue. Il y a des machines qui sont plus ouvertes, mais voilà, normalement, c'est un gros tube, comme vous le voyez. Si donc le patient est atteint de claustrophobie, ça peut être plus compliqué. Il y a une certaine limite aussi par rapport à la taille du patient. L'examen comprenait donc l'injection d'un agent actif pour améliorer l'imagerie, mais on sait désormais que ce n'est pas tellement aidant en fait. L'IRM, oui, mais les agents actifs, pas nécessairement. Donc, on fait un IRM à ce moment-là qui est un peu plus court. Quelles sont les contre-indications? Bon, le régulateur cardiaque ou le pacemaker, aussi certaines maladies du canal auditif, ou plutôt certains appareils auditifs, et aussi des allergies aux agents actifs. Donc, tout implant en métal. Il y a aussi des implants dans les yeux, par exemple, ou du métal qui est présent n'importe où dans le corps. Normalement, ça, c'est une contre-indication. L'idée est d'être à jeun pendant 4 heures. Et certaines cliniques privées vont demander un lavement rectal avant. Les résultats sont évoqués par un système qui s'appelle PI-RADS, développé par une association de professionnels. C'est un peu comme le score de Gleason, mais on attribue un grade donc radiologique plutôt qu'histologique. Donc, si le score PI-RADS est à 1 ou 2, il est peu probable qu'il y ait un cancer. S'il est à 3, c'est équivoque. C'est environ 15 ou 20 des cas. Toutefois, si le score est à 4 ou 5, en fait, si le score est à 4, c'est à environ 60 de probabilité et à 5 à 80 %. Voilà, on a déjà couvert ça. Ici, je veux préciser, avant que les consignes indiquent aux gants, surtout en Europe où il y a beaucoup d'IRM, il y a beaucoup de gens, tout le monde en fait, faisait des IRM pré-biopsie. Mais on s'est penché sur l'utilité. L'idée, c'est que si on perçoit une lésion, on allait à l'IRM. Mais voilà, on voit qu'on réduit le nombre de biopsies et si on augmente l'IRM, essentiellement, les choses sont meilleures. Donc, c'est l'Angleterre qui était chef de file en la matière. Donc, ici, en Amérique, les choses changent lentement. Au Canada, on veut justement modifier nos approches, mais il y a une barrière d'accès. Donc, en fonction d'où vous vivez, ça varie. Ça peut prendre 1 an dans mon
Dans mon hôpital, voilà, on peut parler d'1 an pour l'accès à l'IRM. D'autres hôpitaux, ça peut être, plus court. Mais idéalement, chaque patient devrait avoir un IRM avant, en fonction justement des études menées en Angleterre il y a 7 ans. Et tout récemment, cette année même, l'Association des urologues du Canada ont indiqué qu'il devrait y avoir un IRM avant la biopsie pour éviter les biopsies inutiles et aussi pour mieux guider nos biopsies. Parce que si on n'a pas d'IRM, on va échantillonner et prélever aléatoirement. Donc, il pourrait y avoir une tumeur, euh, même assez grosse. Mais si on manque tout simplement dans notre prélèvement cette zone de tumeur, on conclut qu'il n'y a pas de cancer. Toutefois, si on a fait un IRM d'abord, on sait où aller vérifier. Donc, l'accès s'améliore tranquillement, mais c'est vraiment un enjeu sur le plan administratif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scan abdominopelvique? Vous voyez ici, la raison principale, c'est tout simplement d'aller chercher des métastases, donc que ce soit pour regarder les ganglions lymphatiques ou d'autres organes, potentiellement le foie ou les poumons. C'est à cela que sert ce scan et aussi la tomodensitométrie. C'est assez facile, typiquement, d'accéder au tomodensitogramme, oui, en quelques semaines. La durée, c'est quelques minutes à peine. Je ne sais pas pourquoi à l'écran on a 15 à 30 minutes. On est à l'intérieur de la machine quelques minutes seulement. Vous êtes couché sur le dos, les bras au-dessus de la tête et on injecte un agent de contraste. C'est une manière de beaucoup mieux voir. Il y a beaucoup de patients qui nous disent « j'ai une allergie à l'iode », mais souvent c'est inexact. On peut avoir une bouffée de chaleur, ce n'est pas dû à une allergie. Il peut y avoir aussi un goût métallique dans la bouche ou une fausse impression d'uriner. Ce n'est pas dû à une allergie. Donc, si il y a toutefois des réactions de la peau, enflement des lèvres, par exemple, se sentir étourdi, tout ça, oui, c'est une réaction allergique et eux ne peuvent pas donc avoir d'injection à l'iode. Quand on fait un tomodensitogramme, il faut se préparer adéquatement. On veut s'assurer que vos reins puissent bien éliminer l'iode. On demande aussi d'être à jeun quelques heures avant. Non, la scintigraphie osseuse, pardon. Si on parle de radiothérapie, typiquement, alors les patients, la grande majorité en fait, vont avoir une scintigraphie osseuse. C'est seulement donc avec un APS de 10 et une lésion avec un toucher régal. Si on sent une lésion et que l'APS est au-dessus de 10, alors on passe à une scintigraphie osseuse. Si l'APS aussi est plus élevé que 20, on fait une scintigraphie. Il n'y a pas de raison de procéder à ces tests autrement. Il y a notamment le risque de faux positifs, mais voilà. Donc, la procédure prend 3 à 6 heures, on injecte un traceur radioactif et ça va se fixer là où il y a des croissances osseuses
particulière. C'est donc cohérent avec des métastases osseuses. La préparation ici, bon, il n'y en a aucune. Les résultats, bon, parfois sont équivoques. Le nucléus peut dire, bon, on va refaire la procédure dans trois mois. Donc, dans ce cas-là, on fait peut-être plutôt un autre examen pour corroborer. Même parfois, c'est encore pas clair. Il y a quelques années, on ne pouvait rien faire, mais maintenant, on a les tests PSMA qui nous aident énormément dans les cas où, justement, les résultats sont flous. Qu'est-ce que c'est que le PSMA? C'est un type de scan. Donc, on injecte une molécule liée au sucre. Donc, l'idée, c'est qu'on sait qu'il y a un cancer là où il y a une certaine teneur en sucre dans le corps. Les cellules cancéreuses de la prostate n'absorbent que peu le glucose. Les cellules cancéreuses prostatiques présentent certaines choses sur la surface cellulaire et c'est là qu'on peut détecter donc ces cellules avec ces antigènes membranaires spécifiques de la prostate. Donc ici, au lieu d'aller chercher les sucres, on cherche l'antigène. L'injection est intraveineuse avec un traceur faiblement radioactif. Le test est techniquement approuvé au Canada. Toutefois, il n'est pas très disponible. Il est disponible dans quelques centres dans la région de Montréal, mais sur une base expérimentale. Donc, le financement n'est pas standard. Il s'agit d'autres protocoles. Donc, tout dépend de l'indication ici. Il est possible d'avoir accès à ce test. Voici ici des exemples de faux positifs, mais je vais passer rapidement là-dessus. Je peux vous dire très simplement, quand est-ce qu'on utilise l'antigène PSMA? Dans certains centres, c'est pour tous les patients pour qui ont un score de glycène de 8 ou plus élevé. Il y a un protocole notamment au Jewish Hospital. Mais ici, est-ce que la prise en charge serait différente? C'est ça la question. Donc, c'est encore quand même expérimental. Si on a un patient qui a besoin soit de chirurgie ou de radiothérapie, s'il y a certaines choses qui sont floues, on peut aller clarifier avec l'antigène PSMA. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est pour le suivi post-intervention. Donc, s'il y a prostatectomie, par exemple, l'APS est à 0,1. On parle de cinétique ici, donc. Ils étaient considérés métastatiques ou pas, dépendamment. Bon, on sait que ce n'est pas le cas ici, en fonction des études qui ont été menées. Donc, lorsqu'on avait une reprise de l'APS, on faisait certains examens, mais ces examens ne sont pas assez sensibles. Toutefois, si on utilise le test PSMA, ce test est suffisamment sensible. Je peux vous donner les chiffres d'ailleurs. Donc, pour un patient
avec le test PSMA, qui est donc de 0,2 à 0,5. On parle de 55 à 70 de probabilité de cancer. Et si c'est à 1 ou à 2, c'est à 100 Donc, on sait qu'il y a récidive dans ce cas-là. Quel est l'avantage? Eh bien, auparavant, s'il y avait une récidive, il n'y avait que l'hormonothérapie qui était possible. Maintenant, il y a d'autres options. On voit de plus en plus aussi des manières de traiter les récidives localement. Donc, s'il y a un scan, on ne voit pas, on trouve une lésion, disons, sur un os, à un endroit. On peut appliquer la radiothérapie localement. Et ensuite, on peut tenter, pas nécessairement de les guérir, mais leur donner 1 an ou 2 sans hormonothérapie. Et peut-être qu'on pourra les guérir bientôt. Mais c'est là l'idée. On peut aller tuer, cibler directement les cellules cancéreuses de cette manière. Vous voyez ici un patient avec les images d'un TEP PSMA. La prise en charge maintenant et le rôle de l'APS. Bon, on l'a dit, c'est un test qui est bon, sans être excellent. Toutefois, après prostatectomie, c'est superbe. On sait que si l'APS reprend dans le corps après une prostatectomie, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça nous indique s'il y a une récidive. Ça ne peut pas nous dire où, toutefois, les cellules cancéreuses se trouvent dans le corps. Donc, on fait un suivi avec les patients pendant 10 ans ou un peu plus. C'est très rare, au-delà de 10 ans, qu'il y a récidive. Donc, on fait le suivi des patients pendant 5 ans. Voilà, enfin, ça dépend de la situation. C'est donc un excellent test après une prostatectomie. C'est là que l'APS, en fait, est un biomarqueur et ça va nous indiquer qu'il y a récidive. Voici un schéma à partir du moment du diagnostic. Ensuite, disons que l'APS est à 6, on les opère, le niveau est à 0. Il y a une récidive, disons, à 0,2. C'était notre valeur de référence il y a plusieurs années. Aujourd'hui, notre définition, c'est 0,1. C'est ça le seuil. Donc, si on est à 0,1, on considère que c'est une récidive. La définition technique maintenant d'une récidive, dans le cas d'un patient qui aurait eu de l'hormonothérapie, ça dépend. C'est une reprise de 2 par rapport à la valeur précédente. Il y a aussi la curithérapie qui est une option de traitement. On observe avec la curithérapie que, surtout chez des jeunes hommes, on voit donc des taux d'APS qui vont augmenter, réduire, augmenter, réduire. Ce phénomène n'est pas bien compris d'ailleurs, mais il peut se produire. Donc, s'il y a une récidive, mais qu'il y a curithérapie, il faut surveiller la chose. Vous voyez le schéma ici qui nous montre que si voilà, le taux augmente de plus de 2 points, il y a un problème. Alors, si un médecin a recommandé l'hormonothérapie, bon, si vous êtes sous hormonothérapie, typiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de récidive. Il y a de rares cas où il y a progression de la maladie sans hausse de l'APS.
si c'est un cancer vraiment endocrine. Donc, c'est très, très rare. Il y aura une transformation de leur cancer neuroendocrine. Et c'est pour ça qu'on fait le suivi de tous les patients. Il faut au moins performer une scintigraphie osseuse régulièrement, juste pour être certain s'il n'y a pas de progression adénocarcinomique. Cette diapo, bon, est difficile à lire, mais ça nous montre à quel point la recherche est incroyable. Moi, je pratique depuis 2004. Avant 2004, il n'y avait pas grand-chose vraiment. Depuis 60 ans, la manipulation hormonale a été développée dans les années 40. On savait que si on pouvait arrêter la production de la testostérone, on pouvait ralentir la maladie. Mais voilà, pendant 50-60 ans, il ne s'est rien passé par rapport au traitement du cancer de la prostate. En 2004, il y a eu des études spécifiques au cancer prostatique. Et depuis, vous voyez ici les traitements en fait qui ont été approuvés. On en a 7 ou 8, donc on peut utiliser, que ce soit séquentiellement ou en combinaison. Par exemple, pour un patient qui a des métastases, s'il y a progression de la maladie, on peut rajouter un traitement, un manipulateur d'hormones. On a même un traitement qui s'appelle l'aparib, qui est fascinant. Il s'adresse à des patients qui ont un profil génétique particulier. Et il serait admissible donc à ce traitement si un autre traitement a échoué et qu'il présente des métastases. Donc, c'est vraiment précisément pour un type de profil génétique. Il y a aussi des médicaments qui réduisent la production de testostérone. Vous les voyez à l'écran, enzalutamide, apalutamide, darolutamide, etc. Ils ont tous un peu leurs petits avantages et inconvénients. Mais ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle la recherche a évolué. Ça a vraiment révolutionné le traitement du cancer prostatique. Donc, en 2004, si vous présentez un cancer de la prostate, votre espérance de vie était de 2 ans. Aujourd'hui, ça pourrait être 5 à 7 ans. Une énorme différence. Voilà, je crois que j'ai tout couvert. Je crois que les 2 messages à retenir ici, si je récapitule, les 2 grands messages à retenir seraient, premièrement, l'IRM devrait être utilisé avant le traitement pour trouver s'il y a des lésions et si oui, où elles se situent. Et aussi le recours au PSMA post-traitement. Et on veut aussi avoir la scintigraphie osseuse dans certains cas. Et voilà le tomodensitogramme aussi. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lowenstein. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Quelqu'un demande. J'ai 72 ans. Mon médecin m'a dit que, considérant mon âge, il n'y a pas de besoin de dépistage, que je mourrais de quelque chose d'autre. Mais je suis préoccupée parce qu'un ami à 77 ans a un cancer de la prostate agressif. Donc, devrais-je m'inquiéter? Bon, si le patient a déjà eu des tests d'APS et que tout était normal, et qu'on peut se dire que ce patient vivra plus de 10 ans, moi, oui, j'irai chercher le taux d'APS. On peut arrêter autour de 70 ans, mais c'est surtout en fonction de l'espérance de vie. Donc, pour un patient en très bonne santé, bien sûr, on peut faire la détection de l'APS.
Si l'APS est normale, alors on peut peut-être continuer les tests réguliers jusqu'à 75 ans. Interesting question here. Can PSA levels vary from Est-ce lab to que les taux d'APS peuvent varier d'un lab à un autre? Est-ce que tous les tests devraient être faits au même laboratoire et au même moment de la journée? Bon, moment de la journée, je ne sais pas. Mais laboratoire, oui. Il y a différentes manières d'évaluer voilà, les taux d'APS. Il y a différents outils qu'on peut utiliser pour les dosages. Donc, on sait qu'effectivement, il y a des changements. Donc, oui, idéalement, ce serait bien de de faire les tests donc au même endroit. Le moment de la journée, par contre, ce n'est pas vraiment important. Mais voilà, et c'est important aussi de remarquer s'il y a un changement quelconque dans la façon de doser aussi au laboratoire. this gentleman? My PSA level was 5.8 when I was Mon taux d'APS était à 5,8 lorsqu'on m'a proposé une biopsie. C'est maintenant à 4,3. Le toucher rectal est normal. Est-ce que je peux annuler la biopsie? J'ai 62 ans. Bon, à 62 ans, typiquement, on parlait de seuil de 4. Donc, dans le cas d'un patient de 62 ans, 95% des patients dans la soixantaine vont avoir un APS autour de 4,5. Donc, si l'APS a décru, j'envisagerais peut-être un IRM, parce que 4,2, c'est normal. Donc, moi, non, je ne me préoccuperais pas de ce patient. Je ferai un suivi peut-être plus tard, dans 6 mois, et faire un IRM si l'APS augmente. D'accord. Passons justement à la biopsie. Pourquoi est-ce que certains urologues prescrivent un IRM plutôt qu'une biopsie pour évaluer la présence ou la progression d'un cancer prostatique? Et certains prescrivent même les deux examens. Eh bien, bon, il y a différentes choses. Lorsqu'on reçoit notre éducation médicale, on peut avoir différentes consignes. Les lignes directrices au Canada ont été modifiées justement cette année seulement. Donc, si vous avez fait un test et quelqu'un dit pourquoi est-ce qu'on a fait tel test? Et quelqu'un dit non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, peut-être que ça c'est rentré dans la tête du médecin. Deuxièmement, c'est une question d'accès, vraiment, aux IRM. C'est difficile partout au Canada, mais encore plus au Québec, même si on a l'option du privé. C'est difficile d'avoir un IRM. Les temps d'attente varient de 3 mois à 1 an. Donc, parfois, on se dit, bon, moi, la biopsie, c'est facile à faire pour le mois prochain. Donc, c'est une autre chose à tenir en compte. Si vous avez un APS à 30 ou 40 très élevé, si c'est impossible d'avoir un IRM rapidement, on sait déjà de toute façon, avec l'APS si élevé, qu'il y a un cancer. Si la prostate est très, très dure et que l'APS est à 10, bon, on se dit c'est certain qu'il y a un cancer, donc on peut éviter l'IRM. Alors, pourquoi ne pas utiliser un IRM pour confirmer ou infirmer la présence de cellules cancéreuses? Et si nécessaire, faire ensuite une biopsie très ciblée. C'est l'idéal, justement, de procéder ainsi. Donc, d'avoir un IRM pré-biopsie. Ça fait environ 7 ans que c'est comme ça qu'on procède aux États-Unis. Et c'est la recommandation, comme je l'ai dit, au Canada depuis cette année seulement. Mais voilà, tout dépend de la disponibilité, la possibilité, voilà, d'avoir un IRM.
S'il y a une lésion, certainement c'est pratique. S'il n'y a pas de lésion, on pèse les risques. Le chiffre magique, c'est que si l'APS est entre 4 et 10 et l'IRM normal, le risque est assez faible d'avoir un cancer de la prostate. On peut aussi utiliser justement le nomogramme en utilisant donc tous les paramètres et là, on peut chiffrer le risque. Donc, si on a certains dossiers, je peux dire, bon, votre taux de probabilité de développer un cancer est à 2 ou 15 ou peu importe. D'accord. Alors, on a parlé des biopsies prostatiques et on a parlé des ultrasons aussi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la norme? Eh bien, à cause des coûts. Ça coûte très, très cher, ces tests. Le gouvernement prend des décisions et il faut donc prouver que c'est quelque chose qui vient combler une lacune. Il faut qu'il y ait un objectif bien défini aussi. Donc, au Canada, jusqu'à cette année, la ligne directrice était d'utiliser ça seulement dans certains cas avec une biopsie négative, etc. Mais voilà, c'est une question d'accès. Donc, s'il n'y a pas de preuve que ça fonctionne bien et on n'a pas l'argent pour y accéder, voilà, c'est autre chose. Mais oui, idéalement, on en aurait dans chaque centre hospitalier. C'est une question d'éducation aussi. Il faut apprendre à utiliser cet outil. Oui, et certainement, on veut effectivement réduire les coûts. En 2015, j'ai reçu un diagnostic de cancer. Gleason à 6, 3 plus 3, dans 5 cylindres, infiltration de 5 à 65 sous surveillance active. Le résultat de deux autres biopsies plus un IRM en 2019 sont négatifs. Ma question, est-ce courant qu'une première biopsie est positive, mais que les biopsies subséquentes soient négatives? J'ai 77 ans. Oui, alors, c'est effectivement un cancer à faible risque. On s'excuse, il y a eu une interruption. Alors, avec cette biopsie positive, négative, est-ce que je continue? Oui. Oui, bien sûr. Et ensuite, on va conclure. Très bien. Donc, oui, c'est tout à fait possible d'avoir une biopsie négative, puisque si on a eu un prélèvement dans une zone précise, on ne peut pas retourner faire un prélèvement exactement au même endroit. Donc, si on est juste un peu à côté et qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses, eh bien voilà, il n'y a pas de cancer qui est détecté. L'IRM aussi peut être négatif parce que la lésion est microscopique et ne peut pas être visible en radiologie. Ce serait de bonnes nouvelles, donc. Excellent. Alors, on a déjà dépassé le temps imparti, mais tout ça est tellement intéressant. Nous remercions le Dr. Louis pour son temps. Les questions qui n'ont pas été répondues seront répondues sur une base individuelle. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci de nouveau à nos partenaires et à nos participants. Notre prochain webinaire sera en janvier 2023.
Alors, d'ici là, visitez procure.ca ou utilisez notre ligne téléphonique. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je suis Minson McQuaid pour Procure en parle. Au revoir. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.